La commission reprend ses travaux. Alors, nos derniers invités pour l'ensemble de cette vaste consultation sont les représentants du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Alors, Madame Nathalie Pouliot, directrice des affaires gouvernementales, Monsieur Hans Bourriette, directeur des affaires publiques, ainsi que Monsieur David Alain, membre du conseil d'administration. Je vous souhaite, au nom des parlementaires, la bienvenue à l'Assemblée nationale, à la Commission des relations avec les citoyens. Donc, vous allez avoir 10 minutes. Là, j'ai fait votre présentation, donc vous allez avoir 10 minutes pour l'ensemble de vos recommandations. Et par la suite, on va entamer la discussion avec les parlementaires. Alors, les prochaines 10 minutes sont les vôtres. Bonjour, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de nous accueillir pour entendre nos explications sur le mémoire qui vous a été transmis. Je salue, bien sûr, on salue Monsieur le ministre, merci, et également Mesdames, Messieurs les députés de la Commission. Donc, je suis en compagnie, effectivement, de Nathalie Pouliot, et on a amené avec nous, en fait, il fait partie de l'équipe intégralement, là, on parle beaucoup là, de RPA. Voici un propriétaire de RPA, donc de résidence privée pour aînés en région, donc de Victoriaville, David Alain, qui va pouvoir vous témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Il en connaît beaucoup, vous allez le voir. Le RQRA, donc on représente 800 membres, c'est presque, en fait, c'est la grande majorité des résidences privées pour aînés au Québec. 108 000 unités. Il y en a 136 000, donc là aussi, on représente la grande majorité des unités. On offre des services, des conseils de gestion, bien sûr, on a un regroupement d'achat, on fait des interventions, bien sûr, au niveau public. On offre des formations également, donc toutes sortes de services qui permettent au RPA d'optimiser leurs services, d'être capable de rendre les services aux aînés de la façon la plus efficace possible. Il faut comprendre que les RPA sont divisés en 4 catégories. Donc, des RPA de catégorie 1 et 2 sont des RPA où il n'y a pas de soins, ni infirmiers, ni d'assistance personnelle. Ce sont des immeubles d'appartements avec des services, bien sûr. On peut retrouver des loisirs, on peut retrouver de la sécurité et également des services alimentaires. Les RPA de catégorie 3 et 4 ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre parce qu'elles donnent des soins, donc des services d'assistance personnelle, et dans le cas des services infirmiers, dans le cas des catégories 4, là, on parle vraiment des RPA pour des gens en perte d'autonomie avancée. Catégorie 3, la majorité des RPA se retrouvent en catégorie 3. On peut avoir des gens tout à fait autonomes, mais aussi avoir des gens là, qui, sur le plan physique ou cognitif, là, sont en perte d'autonomie. On représente autant des entreprises à but lucratif que des entreprises à but non lucratif, même si on n'a quand même pas beaucoup au Québec. On a déjà eu au Québec, dans vos régions, là, pour desservir l'ensemble des besoins dans les villages, dans les villes, on a déjà eu 2276 RPA. Il n'en reste que 1340. Donc, c'est une chute dramatique de la couverture territoriale au niveau des régions, mais aussi des grandes villes également. Beaucoup de petites RPA qui desservaient des communautés ont disparu. Il y a plusieurs raisons à ça. Moi-même, écoutez, quand je suis arrivé au RQRA en mars 2023, il y avait 1500 RPA, on en a perdu 150 autres. Donc, il y a vraiment eu une perte d'une centaine de RPA par année. Ça ralentit pour une bonne raison. C'est que l'an dernier, le gouvernement a décidé de reporter de 3 ans l'obligation pour toutes les RPA d'avoir des gicleurs. Donc, celles qui n'étaient pas giclées, là, il en reste peut-être 125, ont eu un sursis de 3 ans. Ça a vraiment couper là, les fermetures, mais on ne fait que reporter le problème. Donc, plus de 1200 fermetures dans la dernière décennie, plus de 700 depuis 2018. Il y a eu des raisons pour ça, bien sûr, des resserrements au niveau réglementaire. Il n'y a plus de projets de grande construction de RPA. Il y a quelques RPA qui ont ouvert, là, des petites, mais il n'y a plus de grands projets, alors que les besoins de la population explosent. La pandémie a fait très mal également. Si on regarde là, les trois enjeux, il y a bien sûr financier, l'inflation, les taux d'intérêt, ça s'améliore un peu, mais les taux d'intérêt, resserrement des banques et bien sûr des prêts assurés par la SCHL et un sous-financement des soins. Les gens peuvent payer le gîte et couvert, mais ne peuvent pas payer des 2, 3, 4 000 $ de soins quand leurs conditions se détériorent. Donc, des RPA qui doivent donner plus de services avec moins de moyens. La réglementation. En 2018, il y a eu une vague. 2022, une autre réglementation.
très, très lourde. Bien sûr, les gicleurs, c'est l'exemple type, mais il y a beaucoup plus que les gicleurs. Là, notamment, on a maintenant là, une nouvelle saga, là, c'est avec les dispositifs de sécurité. Donc, l'alourdissement de la réglementation requiert beaucoup plus de personnel et requiert des dépenses, des RPA, qu'elles ne peuvent pas remplacer par les revenus. Et bien sûr, le troisième point, puis ça rejoint évidemment les travaux de la Commission, la main-d'œuvre. On a 44 000 emplois, 44 500 emplois en RPA, des emplois qui servent à répondre à des besoins primaires de l'être humain. Des gens qui ont besoin de distribution de médicaments. Là, ce n'est pas tous les résidents là, qui ont des lourds besoins. Là, on s'entend, peut-être le tiers, le quart en RPA, mais ces gens-là ont des réels besoins en soins. Distribution de médicaments, de l'aide pour s'habiller, de l'aide pour se laver, de l'aide pour se déplacer. On est vraiment dans la base des besoins. Et pour ça, bien, ça prend du personnel. On a eu une conjoncture là, avec le plein emploi. C'est sûr que ce n'est pas les premiers emplois qui ont attiré la main-d'œuvre. Donc, on a vécu cette grande difficulté-là en termes d'embauche et de rétention. La pandémie a fait fuir du personnel aussi. Il y a eu des déplacements aussi de personnel vers le réseau public. Le gouvernement du Québec a aggravé les choses pour nous. Bon, c'est sûr qu'il y avait des objectifs aussi à atteindre, mais le fait d'augmenter les salaires des préposés dans le réseau public a directement eu un impact sur nos RPA. 65 de nos membres nous disent que dans la dernière année, ils ont perdu de leur personnel de soins aux mains là, du réseau public. Évidemment, on aimerait pouvoir suivre en termes de salaire, mais vous comprendrez que les loyers sont contrôlés d'une part, mais ils sont aussi contrôlés par la capacité de payer des aînés, qui sont des gens retraités, donc dont les revenus n'augmentent pas. On a bien sûr aussi alourdi, pas volontairement, mais alourdi notre clientèle. Quoique, oui, peut-être volontairement, alourdi notre clientèle. Pourquoi? Parce qu'avec le manque de ressources intermédiaires, le manque de CHSLD, pour répondre à des besoins de perte d'autonomie élevés, on a forcé les RPA à garder des gens qui dépassent l'offre de service. Donc, alourdissement de la clientèle, ça a un impact aussi sur notre main-d'œuvre qui ne pensait pas venir travailler dans un CHSLD, mais plutôt une RPA. On a ces formations aussi obligatoires, très difficiles d'accès dans les centres de services scolaires. Monsieur le ministre, vous avez été à l'éducation. Les centres de services scolaires donnent les formations dont on a besoin, qui nous sont imposées, mais on n'a pas de cohorte qui s'ouvre parce qu'il n'y a pas assez de monde ou c'est trop loin. Donc, on n'est pas capable de les former. Et, juste pour le rappeler, à partir du 15 décembre, on doit avoir des formations, on doit avoir du personnel formé. Il n'y a plus de délai de 12 mois là, pour les former. Il faut être formé pour travailler en RPA. Alors que la pénurie, évidemment, de main-d'œuvre, c'est pas estompé. On se fait voler du personnel lors des formations. Il y en a qui vont en formation, mais ils ne reviennent plus. Et il y a eu des vagues aussi d'embauches massives. Bon, durant la pandémie, 10 000 postes de PAB à combler, de préposés aux bénéficiaires. La fin aussi de la main-d'œuvre indépendante dans les CIUS a fait en sorte qu'on a lancé des vagues de formation, des cohortes. Donc, l'État, le ministère de la Santé, avec des primes de 12 000 avait besoin de 3 000 à 5 000 préposés. C'était en mai 2023. Nouvelle relance en février 2024, un autre 1 000 préposés. Ces gens-là doivent venir de quelque part. Ce n'est pas des RPA, c'est peut-être de l'étranger. Et donc, aussi, on a ce programme de transition salariale qui prend fin en 2026. Ça, c'est 4 de l'heure depuis la pandémie, non indexé, qui va disparaître. Alors, nous, la rétention du personnel est gravement menacée par la fin de ce programme-là. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme option? L'immigration. C'est ce qui nous reste. 50 des RPA ont recours à l'immigration, donc à de la main-d'œuvre étrangère, temporaire, pour combler des postes. Et il y a des limitations, il y a des contraintes, il y a un resserrement de l'accès aux travailleurs étrangers temporaires. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Il y a des choses qui se passent à Ottawa, des choses qui sont sous le contrôle du Québec. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. La population a besoin de se donner, d'avoir des services. On a la durée d'emploi là, qui est d'1 an maintenant, au lieu de 2 ou 3. Limite de recrutement à 20 pour nos cuisiniers et préposés à l'entretien. On pourrait expliquer aussi les enjeux. Là. Il y a des vases communicants. On ne peut pas avoir de bris de service. On a des engagements des obligations au niveau réglementaire pour être une RPA, des obligations en vertu de nos baux, donc nos contrats. On a des obligations aussi morales envers les gens qu'on dessert, les familles, de donner les services. Et on n'a pas de marge de manœuvre. C'est un avantage colossal, les RPA, en termes de service à la population.
à moindre coût, de façon beaucoup plus efficace parce qu'il n'y a pas de déplacement, donc des services aux aînés. Il faut préserver les RPA et ça passe par une main-d'œuvre, évidemment, là, qui puisse être compétente et intéressée. Alors, peut-être un mot, David, pour ce qui se passe dans ta région, donc à Victoriaville. Bien, écoutez, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous partager certaines préoccupations, en fait plusieurs préoccupations que j'ai, que l'industrie a en lien avec la main-d'œuvre. C'est important de le dire, hein, la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas d'hier. Tu sais, nous, Villa-Saint-Georges, c'était, il y a quelques années, 425 portes, dont 168 places en soins. Dès 2018, là, on voyait un grave problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on s'est tourné. On a été, je pense, précurseurs à ce niveau-là. Monsieur Allais, je dois malheureusement vous arrêter parce que le 10 minutes est écoulé. Mais vous allez sûrement pouvoir continuer à parler de votre situation ou de votre expérience avec les parlementaires. On commence la discussion maintenant. Monsieur le ministre, c'est votre banquette, 15 minutes. Merci. Je vous invite à compléter votre présentation. Je vous écoute. Donc, rapidement, c'est ça. Donc, en 2018, on avait on commençait déjà à avoir de graves problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on s'est tourné vers l'immigration temporaire. Les premiers balbutiements, on a fait des missions à l'étranger. Ça n'a pas été simple parce que c'est arrivé pendant la pandémie. Donc, les premiers délais, là, ça a été de plus de 24 mois avec nos premiers travailleurs arrivent en lien avec la première mission. Mais ils sont arrivés à temps, en plein dans la pandémie. Ça nous a, on va dire, sauvé et aidé grandement nos résidents. Suite à ça, on a continué. L'aspect positif, puis ça, c'est important, Anne en a parlé tout à l'heure, c'est que l'aspect positif de la pandémie, le gouvernement fédéral a relevé les seuils de 10 à 20 à 30 % et aussi au niveau on va dire pour les préposés, c'était illimité. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on était en mesure on a pris chacun de ces petits pas-là, mais ça n'a pas empêché en mai 2022, parce que les délais à ce moment-là étaient très, très longs. Donc, ça l'a obligé la Villa Saint-Georges à fermer 68 places de soins. Pas de gaieté de cœur. L'obligation, parce qu'il y avait des préposés qui n'arrivaient pas. Puis, on faisait face aussi à une concurrence que je dirais, poliment déloyale du public, parce qu'on n'a pas les moyens de payer les préposés au même taux que le public. Donc, on a été obligé de fermer 68 places en soins, mais on a gardé la pérennité de nos 100 places en soins. Donc, je suis ici aujourd'hui avec l'espoir de pouvoir garder ces 100 places-là. Hein? On a plus ou moins 78 places aujourd'hui qui sont occupées, mais avec les nouvelles règles, on a 22 places qui ont un étage complet qu'on n'ouvre pas, entre autres en lien avec la pénurie de main-d'œuvre avec la diminution des seuils d'immigration. Merci. Je pense que ça valait la peine de compléter. Ça appelle beaucoup de questions. C'est tellement sensible. Vous nous parlez de résidences qui ont fermé, des RPA qui ont fermé. Les chiffres sont là. En termes de nombre de places, parce qu'il peut y avoir des fermetures, des ouvertures, il peut y en avoir des plus petites, des plus grandes. Disons, au fil des dernières années, si on ne compte pas les RPA, mais qu'on compte les places en RPA, ça ressemble à quoi, l'évolution? Bon, alors, ce qu'on doit comprendre, 2008, 2276 RPA, il en reste 1340. Il y a beaucoup de grandes RPA qui ont ouvert. Donc, en nombre de places, il y a eu une augmentation alors que le nombre de RPA, donc la couverture dans les régions, là, à Montérégie, Centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, elle a diminué. Donc, il y a une augmentation de places, une diminution du nombre de RPA. Mais attention, il faut faire attention parce que le nombre de places ne correspond pas nécessairement à des places où il y a des soins. Donc, on peut avoir des grandes RPA de centaines, même de 1000 unités, mais qui n'offrent pas de soins ou très peu de soins. Alors que des petites RPA qui ont fermé avaient un rôle extrêmement, fondamental dans leur communauté parce qu'elles offraient des soins infirmiers ou assistance personnelle. Donc, au moment où on se parle, je vous dirais que depuis 3 ans, le nombre est stable. Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'unités. Il y a même eu une petite baisse. Le nombre de RPA continue de diminuer quant à lui. Voilà. Merci pour ces précisions-là. Excusez-moi. Donc, diminution du nombre de RPA, de résidences, légère augmentation du nombre de places, stagnation.
Migration peut-être vers les grands centres. Je comprends que c'est des petites, peut-être en région, qui ont fermé. Donc, ça pose des enjeux pour des gens qui font toute leur vie dans un milieu et qui doivent quitter ce milieu-là pour s'en aller vers le grand centre. Puis, la nuance aussi, c'est qu'une place égale pas nécessairement une place. Ça dépend aussi des soins qui sont offerts. Je veux juste comprendre le portrait que vous faites. Je pense que c'est à peu près ça. Il y a eu, dans le temps de la pandémie, une espèce de blitz de formation. On faisait des opérations, je ne me souviens plus comment on appelait ça. Pourtant, j'étais là. Le blitz pour faire des formations massives, là, 8 000, 10 000. Est-ce que ces gens-là sont restés, je veux dire, dans les réseaux? Ça peut être le vôtre ou le réseau public. Il y a quand même une arrivée assez importante en milliers de personnes de préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'il y en a encore plusieurs qui sont dans vos résidences de ces personnes formées-là pendant les blitz là, de la pandémie? Bien, en fait, les formations, c'était au niveau du réseau public là, pour aller travailler en CHSLD. Ouais. Nous, il y a certains employés qui ont quitté. On a peut-être perdu 4 à 5 employés qui sont allés dans ces formations-là, mais il n'y a pas eu de retour. Peut-être que, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'il y aurait des gens qui ont suivi ces formations-là et qui seraient revenus au privé? Dans le cas de la résidence, de ma résidence, la réponse est non. OK. Et votre enjeu, puis c'est quand même frappant, vous avez dit, j'ai des locaux, j'ai un étage, c'est très physique, on le voit, il y a un étage, vous avez des chambres, vous avez de la place, vous ne pouvez pas l'ouvrir faute de personnel. Et le personnel manquant, il pourrait venir du Québec, des gens qui suivent des formations, ou de l'étranger. Puis là, vous ne pouvez pas recruter parce qu'il y a une limite de 20 de travailleurs étrangers temporaires par résidence. Est-ce que c'est bien ce que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche de recruter et d'ouvrir cet étage? Je pourrais nuancer. En fait, là, la limite qui était de 30 qui a été ramenée à 20 actuellement, dans le cas de la résidence, elle est atteinte. On a 3 travailleurs qui sont en attente, qui sont à l'extérieur, qui sont prêts d'arriver, mais ça ne comble pas les besoins pour ouvrir l'étage complet. Pour les PAB, pour les préposés aux bénéficiaires, théoriquement, là, il n'y a pas de limite. Donc, on pourrait avoir, je dis n'importe quoi selon ma compréhension, que j'ai posé quand même plusieurs questions, avoir 100 préposés à la Villa Saint-Georges. La problématique, c'est que le calcul, il est vicié. Dans le sens qu'on embauche, on n'a pas besoin uniquement de préposés aux bénéficiaires, mais on a besoin aussi de gens qui vont faire des travaux d'entretien ménager, des travaux dans les unités de soins, là, parce que c'est surtout au niveau des soins qu'il y a des problématiques. On doit passer à tous les jours. Hein? Il y a l'entretien ménager qu'on fait une fois semaine, qu'on fait le ménage, mais on doit passer à tous les jours, et des fois plusieurs fois par jour dans certaines unités parce qu'il y a de l'incontinence. Donc, on doit s'assurer de la salubrité des lieux. Mais ces employés-là, qui font partie aussi indirectement du personnel de soins, parce que ça pourrait être un préposé, mais il ne pourra pas faire d'autres tâches, se doivent d'être inclus dans le 20 Donc, mais les préposés, selon un calcul qui est difficilement comprenable, viennent entrer. Donc, je ne peux pas avoir autant de préposés que je veux. L'exemple, actuellement, on a 22 travailleurs étrangers pour à peu près une centaine d'employés et j'ai atteint ma limite de recrutement. Donc, théoriquement, je pourrais aller, selon le fait que les préposés, il n'y a pas de limite, je pourrais aller à l'extérieur, aller recruter 10 préposés pour être capable d'ouvrir l'étage, puis bon, peut-être réussir à m'entendre avec mon syndicat pour les descriptions de tâches, etc. Mais c'est pas possible parce que l'ensemble de tous les postes de travail, selon le calcul qui est fait, bien, il fait que j'ai atteint ma limite. Je suis à 19,8 actuellement. Ça, mais merci. C'est très technique, mais c'est très précis. Parce que, dans le fond, ce qui est considéré, c'est pas le fait que vous soyez un RPA et que vous donnez des soins, mais c'est par catégorie d'emploi. Puis vous dites, bien, je peux pas faire venir 38 préposés aux bénéficiaires si j'ai pas le reste du personnel qui va permettre à ces préposés-là de faire leur travail, parce qu'il y a une espèce de complémentarité entre les rôles de chaque. Ici, à l'Assemblée, d'ailleurs, on se parle, il y a des techniciens de son, il y a des gens qui s'occupent de la caméra, c'est un studio complet. Même si on voulait travailler, si on n'avait pas ces gens-là qui nous permettent de travailler, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait. OK.
Et les salaires offerts, parce qu'il y a la notion de tâches ou de compétences que le fédéral a amené là, avec des plafonds de 20 %, mais il y a aussi la question du salaire. Grosso modo, à 34 $ et quelques. Au-delà de ça, il n'y a pas de limite d'embauche. Et combien sont payés les gens dans votre réseau? Est-ce que vous êtes loin de ce seuil? Est-ce que vous êtes près de ce seuil? Ça ressemble à quoi, les salaires? Oui, bien, en fait, si on regarde là, les salaires dans les résidences privées pour aînés, il y a quand même eu une augmentation depuis la pandémie, c'est indispensable, mais écoutez, là, on est à 18, 20, 22. On n'est pas à 29, 30, là, comme ce qui est offert, plus tous les avantages sociaux, là, ce qui est offert par le réseau public. Donc, bien sûr, les gens sont attachés aux résidents, c'est souvent comme des familles, donc sont attachés à la RPA où ils travaillent. Mais à un moment donné, c'est sûr que l'écart devient beaucoup trop important. Quand on augmente de 50 % la rémunération dans le réseau public, il y a un impact direct sur notre secteur. Donc, bien sûr, les primes salariales sont venues atténuer cet écart-là, mais quand on parle de programme de transition vers quoi? Le seul revenu dont dispose les RPA, c'est celui des loyers. Et on parle de gens qui sont rendus à 75 ans, 80, ils n'ont pas d'augmentation de leur capacité financière de payer. Donc, la solution passe beaucoup par le modèle de financement. On met en place un programme d'allocation personnalisé pour financer les soins aux aînés. Mais on est loin du compte, là, c'est sûr. Mais le modèle passe par une capacité financière accrue pour les aînés, de telle sorte qu'ils puissent payer le juste coût des services qu'ils reçoivent. Et avec des grandes économies pour l'État, bien sûr. Merci pour votre présentation. J'ai des collègues qui veulent poursuivre l'échange avec vous, si vous permettez. Merci pour votre présentation. Madame la députée de Vimont? Oui. 4 minutes 6. Je pense que monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, on m'a dit non? Juste pour, Okay. Vous avez lu notre mémoire, là, j'imagine. Donc, juste pour rappeler quelques demandes qu'on fait, puis il y a des demandes, ça ne relève pas de vous, mais vous pouvez intercéder, vous pouvez nous aider de ce côté-là. Donc, vraiment augmenter la limite de travailleurs pour notre secteur. Il a expliqué la nuance, David, là, concernant les PAB versus le reste du personnel dont on a besoin. Aussi, avoir un traitement simplifié des professions dans la liste là, des professions admissibles, là, qu'on puisse ajouter les préposés à l'entretien ménager, notamment dans la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Accélérer la procédure de reconnaissance des acquis. Ça aussi, ça nous aiderait quand on va chercher de la main-d'œuvre étrangère temporaire. Quand même des frais là, pour les RPA et pour ces gens-là aussi. Mais il faut accélérer cette procédure-là. Et les formations en ligne, pour nous, là, ça serait extrêmement utile. Parce que là, comme on l'a dit, on n'a pas accès aux formations dans les CSSS. Les cohortes ne démarrent jamais. Qu'on puisse avoir des formations en ligne, des examens en RPA, ça faciliterait grandement nos choses. Oui. Il me reste combien de temps? 2 minutes 57, Madame la députée. On va y aller rapidement. Vous n'êtes pas prononcé sur notre orientation 3, qui est justement de viser plus de 75 % de francisation. On voudrait un peu connaître quel est votre plan, qu'est-ce que vous avez comme plan, de quelle façon, disons, le réseau pour accompagner les gens en francisation? C'est un excellent point. Nous, en fait, parce que compte tenu de la nature de notre domaine d'activité, c'est important que les gens soient en mesure, peu importe le type de travailleur, il faut que les gens puissent communiquer avec les résidents, bien entendu. Donc, nous, on va vraiment dans des marchés francophones. On fait l'île Maurice, on a plusieurs Mauriciens. Le Madagascar, on a fait plusieurs missions de recrutement. On a des Français, quelques Français, des Tunisiens et des Marocains. Et en ce sens-là, c'est ce qui nous aidait beaucoup. Il y avait les Journées Québec qui ont été cancellées là, pour, j'imagine, différentes raisons. Mais nous, on a fait partie de plusieurs missions comme ça, donc ça nous aidait. Mais c'est vraiment des marchés francophones. Les travailleurs que l'on va chercher, on s'assure, on leur fait passer un test de français rapide, mais aussi, on y va directement. Nous, on ne le fait pas en visioconférence, on y va pour s'assurer de la qualité du français. Donc, parce que les gens ont à communiquer avec les différents intervenants du CIUS et entre eux. Donc, c'est très important. Donc, nous, c'est 100 francophone. Ah, OK. Donc, c'est ça. Vous basez finalement sur le fait que les gens parlent français avant de les engager.
On ne peut pas aller dans différents... OK. On ne peut pas aller, exemple, je veux dire, au Brésil, il y a un petit peu de francophonie, tout ça, mais Ouais. on va vraiment dans des marchés OK. où les gens parlent OK, français. donc vous n'avez pas d'enjeu, vous, dans la francisation? Pas du tout, si je comprends. Aucun. Par contre, nos travailleurs qui veulent avoir la résidence permanente, on quand même... C'est pas simple de passer les fameux tests, etc. OK. Puis, c'est peut-être l'enjeu, mais avec le temps, ils ont tous réussi, là, quand même, certains travailleurs. Il y en a qui restent avec nous quand même. Il y a de la pérennité quand même de ça. OK, parfait. Donc, J'imagine. mais on n'a pas d'enjeu de... C'est vraiment, on va dans des marchés francophones. Parce que D'accord. c'est obligatoire pour nous. Est-ce que c'est fini? Il vous reste 40 secondes, Madame la députée. Si vous 40 êtes habile, secondes. vous pouvez peut-être. Oui, je pense que je vais vous remercier finalement de votre présence à nos travaux. C'est toujours très apprécié. Donc, merci. Merci, Madame la députée. On poursuit les échanges avec le deuxième groupe de l'opposition. Oh, ça ne sera pas le député de l'Acadie. Madame la députée, la parole est à vous pour 11 minutes 15. Madame Morin. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à vous, bienvenue. Merci pour votre mémoire et votre présentation. Alors, juste pour faire une remise en contexte, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de RPA qui ont fermé, qu'en termes d'unités, il y a quand même eu une hausse des unités, mais surtout en milieu urbain, les fermetures qui font plus mal sont celles qui sont en milieu, en région, où les RPA sont peut-être plus petites et conviennent à des personnes dont les revenus sont plus bas. Donc, on voit des RPA qui ferment parce qu'elles sont dans ma compréhension, elles sont entre l'écorce et l'arbre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles augmentent les loyers pour pouvoir payer leur personnel à des salaires qui pourraient faire concurrence, par exemple, au public, mais ils savent très bien que leurs employés ne sont pas capables. Pas leurs employés, mais leurs résidents ne sont pas capables de payer un loyer plus élevé. Donc, il y a des fermetures qui sont causées par ça. Puis ces mêmes résidents ne sont pas capables d'aller payer les loyers dans les résidences, les unités supplémentaires qui s'ouvrent en milieu urbain. Vous avez mentionné qu'il y a une date limite pour la formation obligatoire qui est le 5 ou 15 décembre que j'ai noté. 15 décembre 2025, donc pour que le personnel suive les formations obligatoires qui sont données. Est-ce que ce sont des formations qui sont données par le réseau? Sauf que, en même temps, les cohortes n'ouvrent pas. Donc, comment vous allez arriver à avoir des gens qui sont formés d'ici le 15 décembre si les cohortes n'ouvrent pas dans les centres de services scolaires? Cette question, oui, merci, Madame la députée. Cette question-là, ça fait des années qu'on la pose et on n'a toujours pas de réponse. On se rapproche de l'échéance. Alors, on le voit, on voit la même chose avec les dispositifs de sécurité aux portes. Maintenant, c'est en vigueur. On dit pour l'article 29 du règlement qui oblige les formations. Comment on va répondre à cette exigence-là? Est-ce qu'on va se retrouver, comme c'est le cas là, pour des RPA qui n'ont pas leur dispositif aux portes, est-ce qu'on va se retrouver en non-conformité? Est-ce que les certificats d'exploitation vont être renouvelés? Est-ce que la RPA doit fermer? Bien sûr, je vais avoir des gens qui sont nécessaires pour le seuil minimum de personnel, pour donner les services. Mais s'ils n'ont pas cette preuve de formation, les CIUS vont faire quoi? Santé Québec va faire quoi? Vont fermer la résidence? On n'a pas cette réponse-là. On est à moins de 2 mois de l'échéance. Il n'y aura pas de miracle. Là. Les formations, regardez, les formations, il y en a eu des formations qui ont ouvert. Mais quand le gouvernement a annoncé des primes de 12 000 là, les cohortes se sont refermées sur nous. Là, les centres de services scolaires ont dit « Oh, là, on a de la nouvelle demande, on va être obligé de le reporter. » OK, mais nous, on les forme comment? On a une obligation de les former. C'est extrêmement préoccupant de savoir qu'à moins de 2 mois, on n'a pas de perspective ni d'embauche de gens formés. Hein. Il n'y a pas de pile de CV sur la table de gens qui rêvent, qui attendent juste leur tour pour rentrer en RPA. Donc, j'ai pas cette réponse-là. Santé Québec, là, peut-être. Au ministère de la Santé, ils l'ont peut-être. Nous, on ne l'a pas. Et on la demande, la réponse. Donc, vous ne savez pas. OK. J'ai visité il y a quelques semaines une RPA dans les Laurentides. Puis, pendant que j'étais là, une employée française de la RPA est arrivée. Puis, il y avait plein de dames de résidentes autour, contentes de la voir, parce qu'elle travaillait là avec le permis de travail qu'elle avait. Et son permis était terminé. Elle est obligée de quitter.
Elle pensait quitter pour 2 ou 3 semaines et retourner en France. Ça a pris 6 mois. Donc, il a fallu qu'elle se finance elle-même pendant 6 mois sans travail pour retourner en France, le temps que son permis soit renouvelé, qu'elle puisse revenir travailler au Québec. Elle était très appréciée des résidents qui étaient super contents de la voir. Les autres employés étaient obligés de mettre les bouchées doubles parce qu'elle n'était pas là puis il n'y en avait pas d'autres pour la remplacer. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que ça se passe dans d'autres résidences, dans plusieurs résidences? Assurément. Puis moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans ce que vous me dites là, c'est... Puis tu sais, je pense que si on fait un parallèle avec l'industrie de l'agroalimentaire, tu sais qu'il n'y a pas, en général, aucune limite là, au niveau. Puis c'est important, il faut avoir l'autonomie alimentaire, ça, c'est super important. Mais la question là, qu'il faut se poser, là, est-ce plus important pour nos personnes aînées d'avoir leur petit casseau de fraises l'été? Puis là, je montre une image, là, ou d'avoir des soins à l'année de façon digne. Hein? Quand on se pose la question, je crois qu'on y répond. Et c'est pour ça qu'il y a urgence d'agir, pour que notre domaine de la santé, l'ensemble des travailleurs, d'abolir les limites. Et ça, si ça n'arrive pas, il va y avoir bris de service. Peut-être pas à court, mais à moyen et à long terme, assurément. Parce que j'ai fait plusieurs missions dans différents pays. Et dans différents pays, les gens qui donnent ces services-là, les services directs aux résidents, entre autres aux Pays-Bas, c'était près de 70 à 80 % des gens qui étaient issus de travailleurs de l'immigration, de travailleurs étrangers temporaires. Donc, la question qu'il faut se poser, si on n'agit pas, il va arriver quoi? Bien, c'est clair. La réponse, là, c'est en juin 2022, la fermeture de 68 unités. Je vous le dis, quand j'ai rencontré les familles, quand j'ai rencontré mes employés, parce qu'on a fait des rencontres avec tout le monde, je vous dis, là, j'avais le trémolo. Hein, donc, je n'ai pas fait ça de gaieté de cœur, mais je n'ai pas eu d'autres options. Merci. Alors, vous avez 4 recommandations qui sont un peu, je dirais, sont précises, techniques. Et puis, la question que j'allais vous poser, c'était si l'une ou l'autre de ces recommandations n'était pas retenue, qu'est-ce que vous prévoyez qui va arriver? Je répéterai qu'il ne faut pas perdre de vue que même si le nombre de places, on l'a dit là, même si le nombre de places se maintient, on a de plus en plus de RPA qui abandonnent les soins. Donc, des RPA de catégorie 4, ça désengorge les hôpitaux, les ressources intermédiaires, les CHSLD. Ces RPA-là, c'est énorme le nombre, là, plus d'une centaine se sont déplacés en catégorie 3. Ils abandonnent les soins. Donc, c'est ça la perspective. C'est un abandon des soins, alors que la courbe de population âgée et qui ont des besoins en soins, elle augmente. Dans certaines régions, c'est 5 % par année. Alors, regardez, on a tous des mères, des pères. Il va falloir s'en occuper nous-mêmes. Parce qu'on ne pourra pas imaginer que les RPA ou le réseau de la santé, là, public ou privé, pourra absorber la demande dans les prochaines années. Il faut le prévoir. D'ailleurs, on tient un événement bientôt là, avec l'Alliance des milieux de vie pour aînés. On tient un événement pour se concerter. Il faut être en mesure, ensemble, d'assurer un continuum d'habitation, un continuum d'hébergement. On le sait, la population, on le sait, les besoins, et il faut avoir les ressources et les planifier. Oui, bien, actuellement, on sait qu'en date d'il y a quelques jours, 15 % des personnes qui sont hospitalisées au Québec le sont parce qu'ils sont en attente d'une place en CHSLD ou en RI, ou bien c'est des personnes qui étaient en RPA catégorie 4, admettons. Quand une personne qui est en catégorie 3 ou 4 dans une RPA, quand son état se détériore, est-ce qu'il y a un moyen d'arriver rapidement pour avoir une place en CHSLD? Bien, il y a des listes d'attente là, en CHSLD, en ressources intermédiaires. Je vous dirais, d'abord, des évaluations, des fois, tardent beaucoup. C'est très long avant d'avoir une évaluation. Mais une fois que l'évaluation est faite par le CIUS, c'est clair, là, la personne a besoin d'être relocalisée. Mais elle peut rester des mois et des mois dans la RPA. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous oblige d'avoir des dispositifs de sécurité pour des gens à risque d'errance, des gens qui ont des problèmes neurocognitifs, qui ne devraient plus être dans telle ou telle RPA. Dans certaines RPA, oui, mais dans telle autre, non. Mais on doit les garder, on doit assurer une sécurité, avoir du personnel, alors qu'ils ne sont plus à la bonne place. Ça constitue un danger pour eux-mêmes, peut-être même pour les autres. Donc, il faut absolument
que le continuum fonctionne. Et pour ça, ça prend de la main-d'œuvre. Et on anticipe les besoins. On n'est pas d'avance, là, on est même en retard sur le programme, mais il faut qu'on donne accès aux formations plus rapidement. On parlait des formations en ligne. Il faut qu'on lève des barrières. C'est sûr que le resserrement de l'accès à la résidence permanente, là, c'est pas un grand... Ça détruit l'attractivité là, pour des étrangers, l'attractivité pour des étrangers de venir s'établir ici pour pouvoir un jour espérer accéder à ce statut. Merci. Je pense que mon collègue a une question. Merci. 1 minute 40, M. le député. Oui, merci, M. le Président. Alors, rapidement, vous avez parlé de travailleurs étrangers temporaires. On sait qu'il y a des plafonds, mais ma compréhension, c'est qu'il y aurait une exemption pour les soins de santé. Donc, est-ce que ça vous permet quand même de recruter? Et est-ce que, quand vous parlez de votre recommandation 2, l'aide, maintien à domicile, l'aide familiale, personnel assimilé, est-ce que c'est considéré comme des soins de santé? Est-ce que c'est des enjeux pour vous? En fait, tout à fait. C'est qu'il faut comprendre, les opérations d'une RPA, ce sont des opérations intégrées. Donc, tout à l'heure, M. Alain le disait, bien sûr, il y a le personnel qui offre les soins directs à l'usager, aux résidents, mais il y a aussi tout le personnel périphérique, donc qui travaille à l'offre alimentaire, qui travaille à l'entretien ménager. Alors, ce ne sont peut-être pas des postes qui sont dédiés au secteur de la santé, mais certainement, quand on réfléchit à la question d'une planification de l'immigration, il faut penser en termes de secteur. Alors, vraiment, l'opération intégrée d'une RPA, bien, la pénurie qui est systémique, elle est à l'ensemble des postes clés qui la composent. Alors, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, il y a des plafonds. Il y a des secteurs qui sont probablement moins privilégiés que nous le sommes déjà sur papier, mais vous savez, dans l'expérience terrain, parfois, c'est moins joyeux que ce qu'on retrouve sur papier. Alors, il faut décloisonner, il faut enlever les plafonds dans l'ensemble des postes clés. Oui. Merci. Merci. Nous allons poursuivre l'échange avec le député de Laurier-Dorion pour 3 minutes 45. La parole est à vous, M. le député. Bonjour, mesdames, messieurs. Écoutez, c'est plutôt pessimiste là, que la vision que vous nous donnez. Évidemment, les RPA se situent dans une trajectoire de vie. Je vais y aller très globalement. Là. Est-ce que vous croyez que les scénarios, la politique d'immigration du gouvernement du Québec aide à assurer un bon niveau de vie, une bonne qualité de vie à nos aînés au Québec? Actuellement, non. On doit faire plus. On doit vraiment faire plus. On doit travailler ensemble. On n'est pas en train de chercher qui est coupable de quoi. Il y a aussi des différences importantes d'une région à une autre. Donc, il faut qu'il y ait une certaine modulation. Mais non, on n'a pas les conditions actuellement favorables pour combler les besoins en termes de main-d'œuvre. Il faut faire plus et on offre toute notre collaboration pour y travailler, pour intervenir aussi à Ottawa. Il faut faire plus, Monsieur le député. Oui, absolument. Si je peux me permettre, faire plus, c'est certainement faire autrement. Tout est une affaire de contexte dans la vie, on le sait tous. Il y a un phénomène de vieillissement accéléré de la population. Et ça, c'est déjà enclenché, c'est déjà amorcé. Il faut être capable de faire en sorte que les acteurs soient en mesure de répondre à la demande des personnes aînées. Et les demandes des personnes aînées ne sont pas seulement valables en milieu urbain. Ils sont aussi partout dans toutes les régions du Québec. La pensée de l'immigration, particulièrement l'immigration temporaire, et qui va conduire, dans certains cas, à la résidence permanente, elle doit être réfléchie aussi sur une base régionale. Quand on parle de fermeture de RPA, lorsqu'une RPA ferme dans un petit village, dans une petite communauté, c'est un drame, c'est une tragédie. C'est pas juste une fermeture de plus qui s'ajoute aux chiffres. Alors, il faut donner la capacité aux acteurs de remplir leur mission et d'agir et de répondre aux besoins populationnels. Et l'enjeu de la main-d'œuvre est certainement extrêmement préoccupant.
Donc, il n'y a plus de possibilité d'avoir accès à la main-d'œuvre indépendante aux agences de placement. C'est difficile le recrutement à l'étranger. Il y a des problèmes de formation qu'on décrit depuis plusieurs mois. Il y a aussi des problèmes qui découlent des exigences réglementaires. Alors, quand on parle de 50 des RPA qui font appel à la main-d'œuvre étrangère, elles ne sont pas tous dans les milieux urbains. Elles sont parfois en régions périphériques, des régions éloignées. Alors, l'aîné n'a pas plus de droits dans une région urbaine que son compagnon ou le père qui vit en région éloignée. Et ça, c'est vraiment une distinction fondamentale pour réfléchir la question. Bien sûr, d'un point de vue sectoriel, la santé et un domaine périphérique, les RPA, mais aussi sur une approche régionale. Si vous me permettez, en fait, moi, en tant que propriétaire d'RPA, depuis quand même 2013, moi, j'ai le goût de continuer. On voit ça pessimiste, mais je vous le dis, j'ai vraiment le goût de continuer de façon très transparente et honnête. Mais il y a des impératifs. Si on n'a pas de main-d'œuvre, on ne peut rien faire. Il faut alléger les règles, parce que les règles, c'est cacophonique. C'est rendu, excusez-moi le terme, mais aliénant. Hein? Puis il faut financer ces heures soins-là que le gouvernement nous achète actuellement, incluant la prime, une prime de 10 On reçoit 34,30 $. Donc, avec ces 3 points-là, moi, je vous dis, moi, je suis prêt, et l'ensemble de l'industrie, je suis convaincu si c'est financé adéquatement. Merci beaucoup pour votre présence en commission. Je dois malheureusement arrêter. Le temps est parti à tout le monde et s'est écoulé. Alors, je vous remercie pour votre contribution à nos travaux. Et avant de terminer, je dépose les mémoires des personnes et organismes qui n'ont pas été entendus. Alors, à nouveau, je remercie l'ensemble des parlementaires aussi pour ces travaux. La commission ayant accompli son mandat suspend ses travaux jusqu'à 13 h où elle se réunira en séance de travail.